tous. Alors, avant d'attaquer le cœur du LiFi, je vais faire une petite introduction sur comment, en 2007, on en est arrivé à travailler au niveau R&D sur le LiFi. Juste quelques chiffres que vous connaissez probablement. C'est des chiffres qui me paraissent toujours aussi affolants. C'est le nombre de... Ah, c'est pas très net, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le nombre de... Okay. Bon, je ne sais pas si vous les voyez, 50 millions de tweets par jour. Je suis sûr que le chiffre actuel est encore plus élevé. Vous avez à peu près 700 milliards d'heures dépensées devant Facebook chaque mois, etc., etc. Donc, je vous laisse les lire. Sur l'écran, c'est très petit. Mais pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'on n'a jamais échangé autant d'informations que maintenant. Et comme le disait déjà à l'époque, moi qui suis enseignant, on le vérifie tous les ans, le savoir, c'est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Quand vous faites un cours à un ensemble d'étudiants, le savoir généré ensuite par l'ensemble de ces étudiants croît exponentiellement. Donc, aujourd'hui, avec Internet, on échange. Donc, la création de savoir aujourd'hui, elle croît de manière exponentielle. Mais il n'y a pas qu'Internet. On pense beaucoup à Internet, aux télécommunications sans fil. Il faut aussi penser au transport. Aujourd'hui, on voyage beaucoup plus facilement qu'avant. Et le transport, c'est aussi l'échange d'informations. Vous pouvez aller faire une réunion à Berlin, à Rome, dans la journée, rentrer le soir chez vous, quand vous êtes sur le territoire européen. Donc, tout ça, ça a une conséquence pour la société, mais aussi les entreprises. C'est que jamais l'innovation n'a été aussi rapide. Alors, quand j'étais en thèse, il y a à peu près, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en 2001, quand on voulait avoir une information, il fallait se lever de son bureau. On n'avait pas encore Internet. Enfin, c'était le tout début. C'était pas aussi structuré. Donc, on avait besoin d'un article scientifique. On allait à la bibliothèque et on regardait dans les rayonnages. Il fallait trouver la bonne revue. C'est petit, c'est écrit. On allait à la photocopieuse, on faisait la queue, on faisait la photocopie, on venait à son bureau, on lisait l'article. Donc tout ça, c'est un process qui prenait du temps. Ensuite, il fallait digérer l'article et ensuite, on l'appliquait au niveau R&D. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, vous arrivez le matin au bureau, vous ouvrez votre messagerie, vous avez mis des mots-clés, vous recevez tous les articles. Vous voyez, donc on est passé d'une course pour obtenir l'information maintenant à une course qui est celle de l'analyse de l'information. C'est toute la différence. Aujourd'hui, la compétition ne se joue plus sur l'accès à l'information, ça tout le monde l'a avec Internet. Maintenant, c'est comment je traite cette information. Et plus je serai performant dans le traitement de l'information, et plus j'aurai un avantage compétitif par rapport à mes concurrents. On le voit au niveau R&D, mais académique, mais on le voit surtout au niveau des entreprises. Aujourd'hui, avant, vous aviez une brique technologique, bon, vous aviez 3 ans, 5 ans, vous étiez tranquille, vous pouviez préserver. Maintenant, vous accédez à l'ensemble des brevets avec Google Patent. Rien de mieux que pour savoir ce que font vos concurrents et voir leur état d'avancement. Vous accédez à toutes les librairies scientifiques en ligne. Donc, quel devient le seul moyen de garder son avantage ? C'est d'innover. Donc, les cycles d'innovation, maintenant, sont très réduits. Avant, quand on faisait un projet de R&D, on considérait qu'il y avait 10 ans entre... pour ceux qui connaissent l'échelle de développement TRL, hein, qui est utilisée par la NASA, la DGA, l'armement, pour aller de l'idée au produit, il y a 9 niveaux. Ce cycle de 1 à 9, donc 1 c'est l'idée, après il y a le concept, les prototypes, etc., etc. Pour aller de 1 à 9, avant on considérait que c'était 10 ans. Ça a très très vite réduit, on est passé à 5 ans. Maintenant vous faites des projets R&D, on vous demande 3. Et sur certains projets, on vous demande 18 mois. Pourquoi ? Parce que c'est à l'échelle internationale, c'est le taux de nouvelle innovation. Si vous êtes une société que vous n'êtes pas capable dans 18 mois de sortir quelque chose de nouveau, vous pouvez disparaître du plateau du jeu très rapidement. Donc, les cycles s'accélèrent, les cycles d'innovation s'accélèrent. Regardez un peu le temps qu'il a fallu pour passer du premier ordinateur à ce que j'appelle le premier ordinateur portable. Je dis 10 ans, mais c'est même pas 10 ans pour passer du premier fixe qu'on avait au smartphone.
Et le produit que vous avez en haut, là, avec un point d'interrogation, c'est même pas de la science-fiction, vous allez au CES de Las Vegas, vous le voyez déjà. Ces écrans transparents, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça, donc il va falloir s'accrocher, comme je dis ici, pour ne pas être has-been. Même nous qui sommes dans le domaine de la techno, eh ben, on doit s'accrocher, on doit lire les revues pour rester update. Tout ça a été possible par le développement des télécommunications, donc Internet, mais aussi la téléphonie sans fil, etc., comme on l'a dit. Donc, quels sont les défis pour les télécommunications aujourd'hui? Vous avez une demande croissante et forte de connexions sans fil qui est liée à la vente en croissance forte des appareils mobiles. Vous regardez une tablette ou un smartphone, vous perdez la connexion. Alors encore un smartphone, c'est différent, on téléphone avec. Mais vous prenez une tablette, vous n'avez pas de connexion Internet, d'un seul coup, l'objet devient inutilisable, useless, sans intérêt. Vous voyez? Donc, tout le marché de la tablette mobile et du mobile est lié à la capacité à fournir une connexion sans fil. Vous n'avez plus de possibilité de fournir une capacité sans fil, c'est tout le marché du mobile qui va s'effondrer. Or, plus vous vendez de mobile, donc plus il vous faut de bandes passantes. L'étude que vous avez en haut qui montre ces chiffres, là, on a multiplié par 10 la demande de connexion sans fil depuis 2009 à 2014 en 5 ans. Et cette croissance augmente. D'un autre côté, vous avez une bande passante, aujourd'hui, qui est essentiellement radio. Les disponibilités de la bande passante, elles décroît. Alors, il faut bien comprendre pourquoi on parle de saturation de la bande radio. Pour ceux qui connaissent, je suis désolé, mais pour les autres, la bande radio est bornée physiquement. Vous allez d'une telle fréquence à une telle fréquence pour la porteuse de l'information, et à l'intérieur de l'ensemble de ces fréquences, vous devez en choisir une pour transmettre l'information. Comme cette bande est bornée, à un moment ou à un autre, vous voulez envoyer constamment plus d'informations, c'est plus possible. Vous êtes en saturation de la bande radio. C'est un peu comme l'histoire du périph'. En France, on a un périph', il y a 4 voies. Vous allez à Los Angeles, vous avez des périphs qui ont 10, 15 voies. Et pourtant, les 10, 15 voies sont autant saturées que le périph' à 4 voies de Paris. Pourquoi? Parce que plus vous ouvrez de voies, plus les gens qui prenaient des transports se mettent à prendre leur voiture parce que ça va plus vite et donc ça sature. Là, c'est exactement la même chose. Donc on a créé la 4G parce que la bande télé s'est libérée, mais comme tous les téléphones vont être équipés 4G, la 4G va saturer, il faudra travailler sur la 5G, ce que vous entendez peut-être parler, et ainsi de suite. Mais c'est une course sans fin en fait, parce que du fait que la bande radio est figée, vous avez beau essayer de trouver des nouvelles technologies, à un moment ou à un autre, de toute façon ça va saturer. La sonnette d'alarme est tirée dans plusieurs pays. Également, là, vous avez quelques revues de presse sur CNN qui dit, voilà, votre bande radio, elle est pleine. Donc, il faut trouver autre chose. Et c'est là où nous, en 2007, on a corrélé ça avec l'éclairage à LED. Alors, je ne sais pas s'il y a des LED ici. Je n'arrive pas à voir, mais je ne crois pas. On n'est pas encore en LED ici. L'éclairage à LED. Quand on a travaillé à l'époque avec un équipementier automobile, c'était pour faire de la communication entre deux véhicules. L'idée, c'était de transférer des informations d'un véhicule à l'autre sans fil pour assurer la sécurité des passagers. Communication véhicule-véhicule, véhicule-infrastructure. Et à l'époque, en fait, je venais de voir qu'apparaissaient ces phares à LED qu'on voit sur les voitures, là, qui font mal aux yeux d'ailleurs, sur le devant des voitures. Et quelqu'un avait proposé de dire, on va mettre un laser pour envoyer des données. Et là, j'ai dit, mais attendez, pourquoi mettre un laser? Il y a déjà des LED. Les LED, c'est des semi-conducteurs. On va les utiliser pour transmettre des données. Voilà, tout a commencé comme ça. On était en 2005-2007. Utiliser les phares à LED des véhicules pour transmettre des informations d'un véhicule à l'autre. Et très vite, évidemment, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser ça dans d'autres domaines. Et c'est là où le marché de l'éclairage à LED, en 2007, il était quasi inexistant, à part sur les voitures. Petit à petit, on a vu les LED rentrer dans les maisons, dans les bureaux. Voilà. Et donc, ce que les gens n'ont, à mon sens, en toute modestie, n'ont pas vu avec le passage à LED, les gens se sont focalisés, les éclairagistes, en disant la LED, c'est génial, ça fait des économies d'énergie. Et c'est vrai. On consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins pour un niveau de puissance lumineuse identique.
La deuxième révolution de l'éclairage à LED, c'est que la LED, c'est un transistor qui émet de la lumière, pour faire simple. Voilà. Donc, un transistor, c'est ce qu'il y a dans tous vos PC, et c'est ce qui est utilisé pour transmettre des données en 0 et 1, en binaire. Donc, le passage de l'éclairage à LED, il y a une deuxième révolution qui est celle que l'éclairage devient un outil informatique. C'est ça qu'on a attrapé en 2007, on a développé jusqu'en 2012, et ensuite on a créé la société. J'en parlerai dans la deuxième partie. En 2010, à peu près 2008, 2010, dans ces années-là, c'est très difficile de donner un T0. Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé au niveau scientifique et de la recherche. Il y a quelques années, vous pouviez dire Monsieur Untel a inventé un processus à telle année. Voilà, et on faisait un prix Nobel pour cette personne. Maintenant, c'est fini. Pour regarder les prix Nobel, en général, ils sont donnés à des groupes. Voilà, pourquoi ? Parce que comme on a tous accès à l'information maintenant et que l'information est partagée, c'est très difficile de dire c'est un tel qui a fait ça ou un tel qui a fait ça. Donc, disons vers 2008-2010, où les choses sérieuses ont commencé, il y a eu Intel aux États-Unis qui est arrivé, qui a créé un groupe de travail I3E, Comité international de normalisation, pour en faire un standard. Le standard a été terminé en novembre 2011, donc j'ai participé à ce standard avec ma casquette de professeur d'université. En novembre 2011, on a fini le standard. Donc aujourd'hui, le LiFi, au même titre que le Wi-Fi, est un standard international qui est invariant jusqu'en novembre 2015. Donc c'est le 802.15 et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est le 802.15.7. Donc au niveau de l'éclairage, on a vraiment une nouvelle révolution. Donc j'ai essayé de schématiser. On est passé de la bougie à l'ampoule d'Edison, qui était déjà une très grosse révolution. Et maintenant, l'éclairage va se mettre à envoyer des informations. Donc on voit bien que c'est une rupture par rapport au monde de l'éclairage, mais on va le voir aussi par rapport au monde des télécommunications sans fil. Pourquoi ? Parce que envoyer des données par de l'éclairage à LED, c'est comme faire de la fibre optique sans fibre optique. C'est que vous avez une bande passante illimitée. On va voir après comment ça fonctionne. J'ai une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais la bande passante est tout simplement illimitée. Vous pouvez atteindre au niveau académique aujourd'hui 10 gigabits par seconde. Alors ça n'a aucun intérêt aujourd'hui en tant qu'utilisateur puisque les appareils ne sont pas capables de recevoir de tels débits. Et autre chose, quand je dis 10 gigabits par seconde, c'est 10 gigabits par seconde par lampe. Ici, vous avez je ne sais pas combien de lampes. Vous multipliez le 10 gigabits par le nombre de lampes que vous avez. Donc il faut que le serveur qui est derrière puisse suivre. Mais vous voyez que d'un seul coup, ce tuyau de communication, ce bout de tuyau qui est en fin de chaîne sur la communication, n'est plus un facteur limitant. Ça va être le serveur derrière qui va limiter. Donc ça ouvre la voie à l'Internet mobile très haut débit. Et aussi, comme on va le voir par la suite, au big data. Pourquoi ? On parle beaucoup des objets connectés. Il y a 80 milliards d'objets à connecter. Très bien, mais vous les connectez comment ? Comment vous connectez votre lave-vaisselle, votre cafetière ? Bien que pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu de l'utilité de connecter sa cafetière ou son lave-vaisselle. Mais bon, connectons-les. La question, c'est vous les connectez comment ? Vous les mettez tous en Bluetooth, tous en Zigbee, tous en Wi-Fi ? Essayez de mettre 3 antennes Wi-Fi dans une même pièce. Vous êtes sur ce qu'on appelle des ondes cohérentes. Les interférences vont être destructives. Vous n'aurez aucun signal. Donc, là aussi, le LiFi, donc l'utilisation, encore une fois, ça ne résout pas tous les problèmes, mais l'avantage, c'est qu'entre deux lampes, ce sont des ondes incohérentes, il n'y a pas d'interférence. Les deux ondes lumineuses, vous pouvez les superposer. Chaque lampe peut transporter une information, même s'il y a une superposition complète des deux faisceaux, il n'y a pas d'interférence, puisque les ondes sont incohérentes, voilà, contrairement aux ondes Wi-Fi. Donc, ça ouvre des opportunités, quelques opportunités pour les objets connectés. Et ensuite, effectivement, tous ces datas, il faut les récolter. Donc, on dit qu'on ouvre aussi la voie vers du big data, mais en sans fil, en wireless. Donc, finalement, le LiFi, c'est rien d'autre qu'un objet connecté, l'éclairage, qu'on va connecter à ce trou noir que j'appelle, qui s'appelle Ethernet. Alors vous avez effectivement ce protocole Ethernet, Internet, Ethernet, on lui donne beaucoup de noms, mais ce protocole de communication est en train de tout avaler. Voilà. Il faut regarder tout, même toutes ces protocoles alternatifs petit à petit disparaissent. Et même dans la voiture, maintenant, sur le Buscan, on commence à
à vouloir traiter tout en protocole Ethernet parce que votre smartphone parle en Ethernet et qu'on veut tout relier au smartphone. Donc, le Li-Fi n'est rien d'autre que de rendre l'éclairage des bâtiments connecté au serveur, donc à Ethernet. Les gros intérêts aujourd'hui du Li-Fi, c'est bande passante énorme et illimitée, et gratuite aussi. Alors, quand on voit ce que les opérateurs négocient pour avoir des bandes de fréquence à l'ARCEP, aujourd'hui, vous avez une bande de fréquence illimitée et gratuite. Je ne sais pas si ça va durer, mais aujourd'hui, on ne paye pas la lumière pour communiquer, en tout cas. Donc, des débits élevés, vous faites des économies d'énergie, et aussi, vous contribuez donc à contribuer à réduire ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. Alors, la pollution électromagnétique, il faut l'avoir dans les deux sens. La première, c'est si vous mettez beaucoup d'objets qui émettent des ondes, comme on l'a dit tout à l'heure, ces ondes interfèrent et donc vous perdez la communication. L'autre problématique que vous avez, c'est que par la réglementation européenne, vous ne devez pas dépasser 3 volts par mètre en densité de puissance radio. Donc si vous connectez tous ces milliards d'objets, et que dans un même environnement, vous dépassez les 3 volts par mètre, d'un point de vue réglementation, vous êtes en dehors. Donc, il y a un risque, entre guillemets, business. Là aussi, il faut faire. Donc, si on se dit, je prends l'indispensable, je le mets en radio parce que je n'ai pas le choix, il faut de la mobilité. Par contre, si c'est du nomadisme, comme là, par exemple, je suis en état de nomadisme, mon PC, il ne va pas se mettre à bouger, là, j'établis la connexion par Li-Fi. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire avec Orange. Il faut savoir que la 5G, vous en avez peut-être entendu parler, la 5G, ce n'est pas une techno, la 5G, c'est un panier de technologies. La 5G, c'est, je prends mon téléphone, il commence déjà à le faire, il le fait déjà d'ailleurs, il va commuter entre Wi-Fi, 3G, 4G, enfin, il va essayer de trouver le meilleur réseau qu'il a autour de lui pour assurer du haut débit. Mais vous, finalement, en tant qu'utilisateur, que ce soit du Wi-Fi, de la 3G, 4G ou du Li-Fi, vous en fichez. Donc le vrai enjeu, c'est on prend le Li-Fi, on le met avec le Wi-Fi, on le met avec la 4G, et le téléphone, lui, dit « Ah, j'ai un très bon signal Li-Fi très haut débit, je suis connecté en Li-Fi, je laisse la bande 3G ou 4G disponible, je me mets à bouger, je commute pour assurer la continuité de service sur le smartphone. » Donc c'est ça la 5G, c'est un panier de technologies. Alors on va regarder quelques vidéos pour illustrer un petit peu tout ça. On va commencer par comment ça marche. Alors, je dois avoir, je pense, un public un peu plus averti, mais la vidéo est... Voilà, c'est une vidéo de vulgarisation. Avec le micro, ça va aller, non? Là. Bon, c'est pas tellement grave. Bon, il n'y a pas de son, c'est pas très grave, on arrive à comprendre. Ah, on arrive à comprendre, non? Il n'y a pas de vidéo. Alors, attendez. Hop. Voilà. Bon, à l'époque, il n'était pas mort quand j'ai fait la vidéo. Bon, l'idée est très simple. Tous les fichiers qu'on a sont des fichiers binaires constitués d'une succession de 0 et de 1. C'est tout. C'est du 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. Décompiler un fichier, c'est que ça. Que ça soit du MP3, du PDF, ce que vous voulez, c'est qu'une succession de 0. C'est très simple, c'est 0, j'éteins la lampe, c'est 1, je l'allume. Je fais du morse optique, en fait. Le vieux morse qu'on faisait pour dire SOS, sauf que c'est plus moi qui le fais, c'est la machine qui va le faire. Et évidemment, au bout de 50 fois par seconde, l'œil s'arrête à peu près à 20-30 fois par seconde. Heureusement pour nous, tous ces éclairages sont à 50 Hz. Heureusement, on ne voit pas les clignotements. Par contre, jusqu'à 10 mégas, 100 mégas, 1 giga, les appareils vont pouvoir le voir. Donc je prends un fichier, je l'envoie sur les cartes que nous, justement, on développe. Les processeurs lisent ces fichiers, les décomposent, implémentent les protocoles Li-Fi et envoient ça. Alors ça, c'est une modulation qu'on appelle en 9K. J'éteins, j'allume. Donc ça marche, mais pour du très bas débit, en fait. Pour 100 mégabits, ça devient plus complexe, mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'aller dans ces détails techniques-là. C'est pour vous dire qu'en fait, grosso modo, on fait du morse optique à très haute vitesse, invisible pour l'œil, mais que tous les appareils peuvent détecter.
Et évidemment, à partir de 100 mégas, vous pouvez déjà visionner tout un ensemble de contenu vidéo. Une vidéo HD sur une télé. Alors à Roland-Garros et à Futur en Scène, d'ailleurs, on a exposé la première télé connectée en Li-Fi à 100 mégabits par seconde, avec une petite lampe qui était située, une lampe d'ambiance, hein, c'était même pas une lampe de forte puissance. L'objectif, en fait, 100 mégas pour une télé, ça sert à rien. Même du HD, c'est déjà à 10 mégas. On a fait même de la 4K à 10 mégabits par seconde. Donc, vous voyez, donc avec 100 mégas, vous couvrez déjà tout un ensemble de besoins. Et attention, hein, j'insiste, c'est 100 mégas par lampe. Voilà. Donc, si dans une pièce, dans un bureau, vous avez 5 lampes, voilà, vous avez 5 fois 100 mégas. Donc ça, c'est le principe du Li-Fi. Après, je vais vous montrer un peu ce qui se fait Je vais vous montrer une vidéo de ce qui se fait à l'échelle mondiale. Alors, la vidéo n'est pas à jour. C'était une compilation de vidéos faites il y a quelques temps, mais ça va tellement vite que je vous invite à, si vous êtes intéressé, à aller faire un petit peu le tour sur YouTube ou sur les vidéos. Donc ça, c'est des Allemands. Bon, transmission de vidéos, bon, c'est un peu ce qu'on a vu ailleurs. Ça, c'est les Japonais, avec qui on travaille d'ailleurs, qui sont les précurseurs, les vrais précurseurs sur la technologie, puisque le Japon, c'est le pays de la LED. Hein. Donc là, c'est chaque lampe dans le bâtiment, en fait, joue le rôle d'un pseudo-satellite qui envoie son identité. Et donc, on est capable de se localiser à l'intérieur des bâtiments à 10 cm près. Voilà, donc vous pouvez faire du guidage, de la navigation à l'intérieur des bâtiments avec une précision de 10 cm. Alors ça ouvre un champ d'opportunité qui est énorme, qu'on verra après, qu'on appelle le service géolocalisé. Le Location Based Services, le Google Maps Outdoor, vous êtes dehors, le GPS vous repère, vous avez un resto à côté de vous, tout ça vous le transposez à l'intérieur des galeries commerciales, des musées, etc. etc. Voilà. Là, c'est toujours pour la communication sous-marine. Les ondes radio ne passent pas dans l'eau. Donc là, les deux plongeurs se parlent avec leur torche en fait, en plongée. Donc les lampes, donc ils ont des micros. Et en fait, les lampes transmettent le son sous l'eau. Donc ça paraît un gadget, mais nos compagnons japonais se sont focalisés sur ça. Et c'est un très gros business parce que derrière, vous avez les plateformes pétrolières, vous avez tout un secteur d'activité qui est très demandeur de cette technologie-là. Voilà. Et c'est la seule technologie aujourd'hui qui permet de communiquer sous l'eau. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Il faut savoir que même on est en 2014, mais quand deux plongeurs vont faire une intervention sous l'eau, ils en sont encore langue au signe avec la main. Et, voilà. Et s'il y a vraiment quelque chose de très grave qui se passe, ils sont obligés de remonter en surface. Donc les Américains, donc là on a une connexion Internet. Bon, la clé est encore très grosse. Mais là encore, je pense que c'est... Alors là, eux se focalisent essentiellement sur le nomadisme, comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est j'utilise le Li-Fi pour connecter mon portable parce que je ne bouge pas et je laisse la bande Wi-Fi ou la bande radio disponible pour les gens qui ont vraiment besoin de mobilité. Voilà. Donc, et puis il y a plein d'autres choses. Hein. Il faut savoir qu'en 2007, il y avait le nombre de sociétés qui travaillaient sur cette technologie-là se comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, vous en avez peut-être une qui se crée par semaine, si ce n'est par jour. Donc tous les jours, nous qui sommes dedans, on voit les nouveaux arriver. Bon, à la limite, voilà, ça c'est quelque chose qu'on accepte volontiers. Hein. Ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, du jeu de la concurrence et de l'innovation. Alors on va revenir sur la présentation. Alors, beaucoup disent oui, mais il faut être en vis-à-vis. Non, il n'y a pas besoin d'être en vis-à-vis. Vous avez les différentes configurations qu'on voit ici. Vous pouvez... Alors, plus votre faisceau, l'ouverture numérique de votre faisceau va être large, plus vous allez gagner en mobilité, mais plus vous allez perdre en bande passante. Plus vous focalisez, plus votre débit monte, mais plus vous perdez en mobilité. C'est pour ça, alors sur l'éclairage LED, vous avez du 5, du 15, du 45. Voilà. Donc, en fonction, pour le métier d'éclairagiste, la donne va changer un peu aujourd'hui. Quand on fait l'architecture d'un bâtiment, l'éclairagiste raisonne uniquement en termes d'éclairage. Il va falloir maintenant intégrer le côté communication. Voilà. Peut-être qu'à un endroit, je veux du haut débit. Au lieu de prendre du 35 en ouverture numérique, je vais prendre du 25.
pour pouvoir atteindre les 30 mégabits par seconde, par exemple. Vous voyez, donc ça, on fait de la formation aussi au niveau des métiers des éclairagistes, parce que c'est vraiment pour eux aussi une très grosse révolution. Et en quoi aussi c'est... Alors voilà un peu la concurrence. Le cœur du système s'est déroulé en Asie. Après, donc, il y a eu... en tout cas, en Europe, il y a eu quelques opérations avec Orange et nous qui ont été très fructueuses. Et donc maintenant, c'est avec le smart lighting aux États-Unis. Les Américains, évidemment, sont aussi sur la technologie. Et entre autres, j'ai mis en rouge Bright Light, qui est un de nos concurrents qui travaille avec General Electric sur cette technologie. Les early makers, enfin les premiers à s'être positionnés sur la technologie l'ont fait dans les années à peu près 2009-2011. C'est là où il y a eu une explosion du nombre de brevets déposés. Donc là, il ne faut pas prendre en compte les valeurs, c'est juste en relatif. Et aujourd'hui, comme souvent, celui qui détient le plus de brevets dans le domaine, c'est Samsung, qui a des velléités à se lancer sur l'éclairage LED et qui, d'un autre côté, contrôle parfaitement le smartphone. Donc... voilà, mais malgré tout, est-ce que ça nous fait peur? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'éclairage LED, c'est un marché qui est estimé à 100 milliards de dollars pour 2020. La partie LiFi sur 2 segments de marché uniquement est estimée à peu près à 6 milliards pour 2018. Voilà, ça veut dire que ça laisse de la place pour plusieurs acteurs. Vous n'aurez pas un acteur qui va prendre une part de marché aussi forte. Donc on vient sur les aspects économiques. Vous pouvez voir sur la courbe ici. Alors, c'est les différents segments de marché. Bon, je ne sais pas détailler pour ne pas alourdir le transparent, mais en gros, aujourd'hui, donc on va le voir un peu après dans le détail quand même, vous avez plusieurs segments de marché sur le LiFi, dont 2 qui aujourd'hui, on considère, ont atteint un stade commercialisable de croissance. Voilà. D'autres qui en sont encore à une phase d'introduction. Donc, les fameux 6 milliards, en fait, concernent ces 2 segments de marché. Alors, les segments de marché qui sont visés, c'est tout ce qui est embarqué. L'in-flight entertainment, c'est dans les avions, dans les voitures, dans les trains. On a un partenariat avec Peugeot. On utilise les petites liseuses à l'intérieur de la voiture et on envoie du flux vidéo sur des tablettes pour les enfants à l'arrière sans avoir à utiliser le Bluetooth, etc., etc. Donc on a fait ça dans la 3008, dans la 308. Donc c'est quelque chose que dans le secteur de l'automobile, que le secteur de l'automobile regarde de très près. Donc communication véhicule-véhicule, donc extérieur véhicule. Avec un autre équipementier, on a fait une communication entre un véhicule et un feu rouge sur 50 mètres en plein jour en utilisant les phares à LED, un jour ensoleillé. Donc on n'a vraiment pas de problème avec la lumière ambiante, la lumière du jour, puisqu'on est sur des fréquences modulées. Donc tout ça c'est bien, le seul problème c'est que les cycles automobiles, le temps d'intégration des technologies dans l'automobile et dans l'aviation c'est encore pire, c'est 5 à 10 ans. Donc voilà, donc ça mettra, là on l'a positionné ici, mais bon, voilà, il faut plus le voir ici avant d'avoir les premiers produits sortir dans le commerce. Donc après vous avez le underwater, la communication sous-marine, et vous avez ici les 2 segments de marché sur lesquels nous sommes positionnés aujourd'hui, c'est le indoor networking et le service géolocalisé. Le indoor networking, la lumière ne traverse pas les murs. Ah zut, donc non, au contraire, c'est bien, la lumière ne traverse pas les murs. Donc vous ne pouvez pas pirater l'information si vous n'êtes pas dans la salle. Voilà. Donc information sécurisée, naturellement, dès la première couche, la couche physique, vous avez déjà une sécurité intrinsèque par rapport à du Wi-Fi. Et vous avez toutes les autres applications ici, que je vous laisse lire, qui arriveront entre 5 et 10 ans. Voilà, bon, je vais vous montrer ce qu'on a fait pour Roland Garros l'année dernière. L'année dernière. Alors, 2 vidéos, peut-être celle-là. Alors, celle-ci, elle reprend un peu tout. C'est une vidéo qui a été faite. On a un très gros partenariat avec EDF. Avec EDF, l'objectif étant de rendre l'éclairage public LiFi pour envoyer des informations touristiques, des informations de maintenance, des informations énergétiques. Donc on est sur des projets d'écoquartier et il y a 3 appels d'offres publics avec du LiFi qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc ils ont fait cette petite vidéo pour les élus, pour leur expliquer un peu comment ça marche. Donc vous avez vu, il faut le routeur, la lampe et le smartphone.
Donc, les quelques chiffres qui reprennent un peu ce que j'avais dit précédemment. Et voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Ça résume un peu, si j'ai été trop vite, tout ce que j'ai dit précédemment. Les activités indoor aujourd'hui représentent à peu près 70% des nouveaux services qu'on peut générer. Les activités outdoor concernent beaucoup le transport et la maintenance. Voilà, l'objectif, c'est la ville connectée. Voilà, comment on connecte la ville en utilisant le réseau électrique de la ville. On reprend rapidement tous les avantages. Alors, par rapport à une installation radio, c'est moins cher puisqu'on utilise l'infrastructure existante qui est celle de la lumière. Donc, pas d'interférence. On a une sécurisation accrue de la communication. On peut atteindre le très haut débit. Et on peut faire du multi-usager. Alors ça, c'est le multi-usager, c'est important. C'est là, une lampe peut faire du broadcast sur 100, 200, 300 personnes. Du broadcast pur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une voix montante. C'est de la télé, quoi. Vous voyez, une télé qui émet en mode broadcast. La lampe peut faire exactement la même chose. Alors qu'en Wi-Fi, vous êtes obligé d'avoir le uplink pour avoir le downlink. Là, ce n'est pas le cas. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter la société. Et après, on va faire les questions. Comme ça, je vais vous présenter directement les niches de marché sur lesquelles on est aujourd'hui. Alors nous, on est équipementier, hein, pour être bien clair. On fournit de l'équipement réseau Li-Fi. Les solutions, ce sont nos clients qui les développent, en fait. Et nous, on est juste là pour dire, oui, là, ça peut marcher, non, là, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. Et il faut... Pourquoi ? Parce que, en fait, vous aviez quelque chose qui s'appelle l'éclairage, qui était une charge pour une entreprise. Voilà, l'éclairage, pour un retail, c'est 10 heures à 10 heures de fonctionnement par jour, c'est une charge. Maintenant, on dit, à travers votre réseau d'éclairage dans le retail, vous allez envoyer de la promo ciblée, des informations aux clients. Ce qui était une charge devient un outil de communication, donc un outil de revenu. Voilà. Mais ces revenus, comment on transforme ces nouveaux services en nouveaux revenus, c'est vraiment les clients qui connaissent leur métier, qui savent comment le faire. Donc nous, on apporte la brique technologique et les clients, en général, l'adaptent. Donc là, on a équipé plusieurs musées, dont le Grand Cursus en Belgique, qui est le deuxième plus gros musée de Belgique, où, à travers le réseau d'éclairage des œuvres, on envoie directement l'information relative à l'œuvre sur la tablette. On a beaucoup de personnes âgées qui ne savent pas utiliser les tablettes, qui n'ont pas téléchargé l'application, etc. Donc là, ils viennent et puis boum, ils reçoivent l'information. Dans le retail, c'est ce que je vous ai dit, les achats impulsifs représentent 30% des revenus d'un magasin. Comment je fais pour augmenter les achats impulsifs ? Aujourd'hui, je sais cibler mon client avec sa carte fidélité, mais pour lui faire une promo, je ne vais pas lui faire une promo sur les télés alors qu'il est en face des tomates, ça ne sert à rien. Par contre, si je sais qu'il aime les céréales et qu'il est à 10 cm des céréales, et bien là, je lui fais une promo en lui disant je vous fais 30%. Et ça, c'est possible avec le réseau d'éclairage puisqu'on a un maillage hyper fin dans le magasin. Pareil pour les petites boutiques. Donc, on travaille avec une grande marque de luxe pour implémenter ça sur des boutiques. Les hôpitaux, on va équiper un hôpital d'ici la fin de l'année dans le sud. Alors, les hôpitaux, quel est le problème ? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des machines sans fil des hôpitaux fonctionnent à 2,4 gigas, donc qui est la même bande que la bande Wi-Fi. Si vous ajoutez trop d'éléments à 2,4, en fait, elles peuvent interférer et ça peut mettre en danger les patients. Donc, quand on vous interdit d'utiliser le 2.4, c'est moins gênant avec le téléphone, puisque le téléphone, on est à un 8 ou à 800 ou à un 9. Mais le 2.4, c'est vraiment gênant parce que là, ça peut vraiment interférer directement avec les machines. Donc, il vaut mieux utiliser sa connexion 3G que de mettre une clé Wi-Fi dans un hôpital. Voilà. Bon, je laisse un peu de temps pour les questions, je pense. Merci beaucoup. Alors, juste, le dernier transfert. Merci beaucoup. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Bonjour. Vous ne nous avez pas expliqué comment ça se passait sur le device lui-même. On prend n'importe quel téléphone, n'importe quelle tablette. Comment ça se passe ? Alors, en mode broadcast, oui, ça marche sur n'importe quelle OS, n'importe quelle tablette, n'importe quel smartphone. Après, c'est comment je reçois l'information, downlink, la voie descendante, et comment je fais l'information sur la voie montante. Donc, sur la voie descendante, il y a plusieurs possibilités. La première consiste à utiliser la caméra de l'appareil
Donc là, il y a beaucoup de gens qui se positionnent dessus. D'ailleurs, le standard international, à partir de novembre 2015, va s'élargir de manière à pouvoir incorporer un nouveau protocole de communication qui permettra à la caméra de recevoir du signal Wi-Fi. Pour la voie descendante, c'est très bien, ça va être limité en débit. Donc ça va être très bien pour faire un maximum, grand maximum 3 mégabits par seconde. Après, aujourd'hui, comment on fait? On met, comme toutes les technologies sans fil de l'époque, le Wi-Fi, 3G, etc., la clé. Vous avez la clé Li-Fi. Donc ça, on en a longuement discuté avec les opérateurs. Bon, la règle est la suivante. Aucune technologie sans fil, Bluetooth, 3G, Wi-Fi, n'a souffert du passage par la clé parce qu'en fait, cette clé permet de créer le marché et le besoin. Et ensuite, évidemment, les opérateurs, c'est le problème de l'œuf et la poule. Une fois que suffisamment d'émetteurs sont installés, les opérateurs l'intègrent. Il faut savoir que l'intégration du Li-Fi dans un smartphone est beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus simple que le Wi-Fi. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre une cellule photosensible, comme l'Ambient Light Sensor par exemple, qui peut recevoir, et un petit émetteur infrarouge pour la voie montante, pour atteindre des débits à 1,3 mégabits, c'est suffisant, puisque vous êtes en flux asymétrique. Donc ces fonctions-là, aujourd'hui, on le fait avec une clé micro USB, et pour l'iOS également, qui marche sur tous les smartphones. Bonjour. J'avais entendu parler du fait que les lumières LED pouvaient être mauvaises pour les yeux. Est-ce que c'est vrai? Et comment on se dédouane de ça? Alors, il y a eu, c'était le rapport de Lens qui date de 2008, je crois déjà. Le marché de la LED, de l'éclairage LED, n'était pas régulé. Alors, il ne l'est pas encore complètement, mais il l'est beaucoup mieux. Donc, ce qui fait que quand le marché de la LED a commencé en France, évidemment, c'est comme pour le fluo compact de l'époque, il y a tout qui rentrait. Comment on génère du blanc à partir d'une LED RGB? Donc, on prend une LED bleue et on met une couche de phosphore. Et en fait, c'est cette couche de phosphore qui transforme le bleu en blanc. Pour avoir des bons rendements, les premières LED bleues étaient trop fortes. Donc, vous aviez trop de bleu. Et alors, il faut savoir que vous avez du bleu dans toutes les lampes, déjà, de base. Parce que si vous n'avez pas de bleu, vous n'avez pas de blanc. Le blanc, c'est inutile. Mais comme il y avait un peu trop de bleu, il y avait des études qui disaient attention, ça peut perturber le cycle circadien du sommeil. En gros, ça perturbe la sécrétion de l'hormone du sommeil. Donc, ça pouvait perturber les enfants. Ce problème a été réglé, puisque depuis, le niveau de bleu dans les LED est contrôlé, surtout que tous les produits, entre guillemets, bas de gamme ont tendance à disparaître du marché. Et donc, voilà. Donc, en gros, c'est ce bleu, ce danger qu'il y avait sur le bleu, aujourd'hui, a été résolu. C'était simplement ça. Alors, c'était ça. En plus, si le bleu était extrêmement fort, ça pouvait générer des décollements de la rétine, mais c'est vrai avec le bleu, le rouge, n'importe quelle couleur. Si vous avez trop de puissance lumineuse, ça peut faire des décollements de rétine. Mais c'était des... Alors le rapport, c'est vrai, est sorti. Il y a eu un contre-rapport pour dire que c'était juste voilà, un bémol qu'il fallait faire attention. Mais c'est vrai que ça a eu un ampleur sur l'éclairage. Mais les éclairagistes ont vite corrigé le tir et maintenant il y a une réglementation américaine qui est déjà en place et européenne qui est en train de se mettre en place pour justement contrôler tout ça. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est n'achetez pas des LED sur Internet qui viennent directement de Chine, qui ne passent pas, entre guillemets, je ne veux pas faire la promotion des grandes marques, puisqu'on ne travaille pas forcément qu'avec eux, mais voilà, en gros... et puis surtout, vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides. Les blancs froids sont des blancs qui sont très riches en bleu. Et en fait, c'est pour ça qu'on met des blancs froids dans des entrepôts, parce que justement, ça arrête le cycle du sommeil. C'est que les gens, ça retarde cette sécrétion de l'hormone, ça les maintient éveillés. C'est pour ça qu'on met des couleurs chaudes dans les chambres pour justement ne pas perturber ça. Et pour la petite histoire, maintenant, les éclairagistes vont vous sortir, méfiez-vous dans vos bureaux, des teintes qui changent dans la journée. Vous arrivez le matin, c'est du blanc pour bien vous réveiller, pour être performant toute la journée. Et en soirée, on va vous mettre une ambiance plutôt blanc-chaud pour avoir une ambiance un peu chaude et rester plus longtemps au boulot. Et ils ont montré que ça marchait. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'astuce, vous ne pouvez plus avoir. Ça crée une ambiance de cocooning dans les bureaux et donc les gens restent plus longtemps. Il nous reste le temps. Ils ont fait ça aussi dans les écoles, c'est très bien pour les enfants aussi. Ouais. Il nous reste malheureusement le temps que pour une seule question.
niveau géolocalisation, vous pouvez rappeler à combien de mètres on peut géolocaliser un objet? 10 cm. Aujourd'hui, on est capable de piloter un drone avec un de nos partenaires. On pilote un drone dans un bâtiment sans problème. Voilà, vous pouvez imaginer, par exemple, piloter un drone dans des centrales nucléaires, dans des centrales thermiques, ou envoyer quelqu'un peut être dangereux dans des usines. Il n'y a aucun problème parce que l'éclairage est omniprésent dans ces lieux pour des questions de sécurité. C'est la seule technologie, c'est pas nous, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est nos partenaires. C'est la seule technologie qui permet de faire ça aujourd'hui, qui permet d'avoir un tel niveau de précision. Alors, c'est 10 cm avec un temps de réponse de 10 millisecondes. Aujourd'hui, vous prenez une technologie radio, Bluetooth, c'est entre 3 et 10 mètres, avec un temps de réponse entre 1 seconde et 3 secondes. Vous voyez, on est vraiment loin en termes de performance par rapport aux technologies actuelles. Le high beacon est déjà mort, en fait. Je suis désolé, on n'a plus le temps de prendre d'autres... Merci. Si, encore une question. On fait signe qu'on a le droit à encore une question. Je crois que monsieur est là-bas. Oui, bonjour. Dans une perspective d'ouverture aux particuliers, est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, les écrans télé vont pouvoir servir de spot? Oui, c'est déjà fait. Les premiers à l'avoir fait, c'était Casio. Ils ont utilisé l'éclairage backlighting, le backlighting LED des éclairages pour envoyer une information sur le smartphone. Mais on étudie ça, nous, pour tout ce qui est affiche dans les gares. Vous avez un opéra, un concert, vous mettez votre smartphone et au lieu de faire le QR code, là, vous transférez directement toutes les informations sur le smartphone. Donc ça marche très bien. On a des débits qui sont à peu près de 100 kilobits par seconde. L'objectif, c'est vraiment d'envoyer les heures d'ouverture, le prix et le lieu de réservation. Et donc mais c'est déjà des choses qui sont en étude. Enfin, même on est très avancé au niveau prototype. On peut même imaginer des multitudes de chaînes avec les écrans tout simplement d'ordinateurs, qui transmettent le signal. D'un à l'autre, ouais. Et puis il y a même des échanges d'informations utilisant le backlighting des écrans, sans contact. Voilà. Le champ des applications, c'est comme je dis, nouvelles technologies, nouveaux services, nouveaux revenus. Bon, c'est clair, les nouveaux services, il faut les imaginer. Il y en a, à chaque fois qu'on parle avec une personne, c'est un nouveau. Donc le problème, c'est pas de trouver des nouveaux services, c'est de comment ces nouveaux services, j'en fais des nouveaux revenus. Et là, c'est déjà plus dur déjà de passer de la deuxième à la troisième brique. Bon, mais il reste encore énormément d'opportunités à saisir sur ces nouveaux services, c'est clair. Merci beaucoup, Suat. Je pense qu'on peut beaucoup... Merci à vous.